Salut les amis, coucou les petits loups. Vous souhaitez ne pas dépenser votre argent inutilement? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets un tableau à la fin pour bien vous faire comprendre que les différences sont vraiment minimes. Avant que de vous parler de l'excellentissime, je dois vous parler d'une chose dont beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment conscience. C'est la résolution de nos écrans, de nos tirages papier qui sont en dpi, digit per inch, point par pouce, mais aussi de l'acuité de nos objectifs. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais sachez que, selon l'acuité de votre objectif, le fichier sera d'autant plus précis. De même que pour l'instrument utilisé pour l'impression, cela peut vous donner en tirage imprimerie, par exemple, pour un Z8 en 45 mégapixels, 8256 divisé par 300 dpi, multiplié par 2,54 cm, cela nous donne 69 cm,90 de tirage, de longueur. Ou pour un Z52 de 21 mégapixels, donc 55,68 divisé par 300 multiplié par 2,54, cela nous donne 47 cm,13, ce qui n'est pas le double contrairement à ce que les mégapixels pourraient nous faire croire, mais plus ou moins le ratio de l'APS-C. Effectivement, quand on divise le format 69,90 par 1,5, ça nous donne peu ou prou 47 cm. Alors effectivement, c'est un détail qui est important. Ceci dit, si je regarde une photo sur un écran de télévision 4K comme notre Samsung 55 pouces de la série 7000, ou si je regarde ça sur un écran d'ordinateur comme le mien qui est réglé en 127 dpi, cela nous donne tout autre chose. Accrochez-vous bien, les écrans actuels des ordinateurs sont réglés plus ou moins pour 100 dpi. J'ai choisi pour mon écran 127, 1728 par 1117 je crois, pour avoir un texte lisible et des photos détaillées, soit un affichage en taille réelle sur mon écran de... Vous êtes bien attentifs? Alors attention, accrochez-vous bien. Pour un Z52, ça fait 1m11, pour un Z6 III, cela nous donne 1m21, pour un Z8 en 25 mégapixels, c'est-à-dire format moyen, ça nous donne 1m235, et pour un Z8 en plein format, 45 mégapixels donc, cela nous donne 1m66. Donc, ceux qui vendent un rein pour s'acheter un plein format pensant pouvoir faire des photos doubles que celles fournies par un APS-C, comme le Z50 par exemple, par rapport à un 24-36, arrêtez tout. Vous avez tout faux. Si vous ne faites quasiment aucun tirage papier, et même là, vous n'allez avoir que le ratio de l'APS-C. Donc, pour le Z6 par exemple, il y aura une différence de fichier de 10 cm. De plus, si vous ne faites que regarder vos photos sur un écran d'ordinateur, voire même sur une télé 4K, comme je vous l'ai dit tout à l'heure de la série 7000, cela ne sert à rien, voire même c'est contre-productif. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir nourrir votre capteur avec des optiques performantes pour avoir une bonne lumière et un faisceau lumineux bien détaillé. Parce que si vous avez une optique de merde, vous allez avoir un faisceau lumineux qui va s'écarter comme ça, et tous les pixels environnants vont avoir la même source, donc il va y avoir à un moment donné un brouillamini. Ceci étant dit, le Z52 couvre jusqu'à la 4K, voire même au-delà, parce qu'il a une 4K issue de la 6K. Donc même sur une télé 4K, vous aurez des images non dégradées, bien au contraire. Je vous donne la définition sous la vidéo de la 4K, mais en résumé, il y a deux formats pour la 4K. Il y a 3840 par 2160 et 4096 par 2160. Source Wikipédia. Je souhaitais vous parler dans ma prochaine vidéo de l'importance de la taille des pixels et de la taille des capteurs, mais visiblement, en fonction du processeur embarqué dans les boîtiers, cela n'a aucune incidence pour ces deux paramètres. Pour le moins chez Nikon. Avez-vous fait des comparatifs stricts, à savoir l'utilisation de la même sensibilité, de la même focale, du même diaphragme, viser le même point pour faire votre mise au point, et tout cela sur un trépied pour éviter tout mouvement intempestif? Je l'ai fait pour vous. J'ai comparé avec les chiffres donnés plus haut de façon pragmatique et pratique les fichiers issus des trois boîtiers possédant le même processeur qui traitent l'information transmise par l'objectif de la même manière. J'ai visionné ces fichiers sur mon écran, j'ai eu une différence de 10 cm pour le 21 et 24 mégapixels, et sur une télé de
1,20 m de large, j'ai été bluffé. Il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est 10 cm entre le 21 et le 24 mégapixels. Un peu plus pour le 45 mégapixels, mais c'est pas le double. 10 cm pour un fichier qui fait plus d'1 mètre, je sais pas si ça vaut la peine de casser sa tirelire. Que dire d'autre? Ma vidéo sur les pixels et les capteurs va donc à la poubelle. Il n'y a rien. Que dire d'autre? Il y a la théorie et la pratique, et d'une manière générale, vous n'allez au grand jamais comparer 3 prises de vue identiques avec 3 boîtiers différents. Je l'ai fait pour vous, avec un protocole strict, donc faites-moi confiance. Alors pourquoi devrions-nous choisir un 2436 FX plutôt qu'un 23,5 par 15,7 DX? C'est très simple. Nikon a créé un effet de gamme de façon artificielle, et donc a mis des fonctions dans ces boîtiers haut de gamme pour effectivement qu'il y ait une différence. Mais c'est fait de façon artificielle. Bon, certes, on vous a mis une rafale de 120 images secondes, du 32 millième pour le Z8, sauf que le Z52 a une rafale, certes pas de 120 images par seconde, mais de 30, ce qui me semble relativement satisfaisant en pratique. Il ne monte qu'au 4 millième, mais honnêtement, aller au-delà, je vois pas trop. Il a le maquillage en plus, il a le mode présentation, ce que n'ont pas ses grands frères. Ça, c'est pour récupérer les vlogueurs qui utilisent des smartphones Dixit Nikon dans une vidéo sur le net. Alors, je sais plus quelle vidéo Nikon, mais je sais que ça a été dit pour récupérer les vlogueurs et éventuellement les youtubeurs, bien évidemment. Donc, résumons-nous, le Z52 avec 2 objectifs seulement, le 16-50 et le 50-250, va du 24 au 375, équivalent FX en 2 objectifs seulement. Il a un autofocus performant, aussi performant que mes Z6 III et Z8. Le viseur est très lumineux, il fait de la 4K en H265, certes en 10 bits, pas en 12, mais bon. Mais tout cela est artificiel. Il possède même un XPIT 7 comme les autres, ce qui est le moteur de nos boîtiers, ce qui fait que l'on a un autofocus performant. Par exemple, certaines fonctions ne tiennent qu'au logiciel embarqué et ne sont pas mécaniques, donc peuvent être mises à jour uniquement par firmware, si Nikon le souhaitait. Gros avantage, si on met une optique de FX sur un DX, on a un super télé boosté au coefficient de 1,5. Ça, c'est bon pour les sports où on doit être un peu loin pour pouvoir faire des photos tranquillement sur un terrain de foot. Quand on est de l'autre côté du stade, on peut pas faire grand chose, on peut pas être en bord de piste. La chaise photographique, et ainsi de suite. Si un jour, il prend un Nikon l'envie de récupérer tous les vlogueurs et youtubeurs de la planète, il pourrait par firmware faire des mises à jour, comme a été mis à jour le Z6 II qui à sa sortie en novembre a eu la 4K en 30 images secondes et au mois de février de l'année d'après la 4K en 60 images par seconde. Donc il n'est pas farfelu de penser que si Nikon le souhaitait un jour, on pourrait avoir des luttes par simple mise à jour. Alors quels sont les avantages réels du 24-36? Il y a plus d'objectifs dédiés à ce format. Les possibilités, bien qu'artificielles, sont plus étendues. La fabrication des boîtiers est chouchoutée parce que Nikon pourrait très bien sortir un Z50 à l'image des Z8, Z9, Z6. Je vous rappelle que Nikon tient essentiellement à un effet de gamme. Donc oui, le Z50 pourrait, si Nikon le souhaitait, avoir toutes les fonctions du Z6 III. Mais bon, il faudrait que Nikon le veuille, bien évidemment. Je n'ai pas encore vraiment étudié mes 3 boîtiers, c'est prévu, mais pas pour tout de suite. Sur ce, les amis, je vous laisse. Likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos. À très vite dans une prochaine vidéo et continuez à faire de belles photos.